Non, je te laisse la parole et puis, c'est bon. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous votons le 13 juin sur la révision de la loi sur le CO2, un enjeu extrêmement important avec une loi assez complexe. Nous allons essayer pendant l'heure qui vient d'en débattre avec quatre personnes qui représentent quatre opinions différentes, puisqu'il y a une opposition du camp rose-vert et il y a une opposition également à droite. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des représentants et représentantes de ces deux camps. Je vais peut-être essayer de déblayer un petit peu le terrain en essayant de comprendre les motivations des opposants, des opposantes. Et je vais commencer par vous, Franziska Meinertz. Déjà, je vous salue. Vous représentez la grève du climat et solidarité du canton de Vaud. Vous êtes à l'origine d'un des deux référendums qui n'est pas celui qui a le plus cartonné, il faut bien l'admettre, mais ça c'est une anecdote, mais vous vous opposez à la loi sur le CO2 parce que, si j'ai bien compris votre message, vous attendez mieux et vous attendez plus vite. Alors dites-nous peut-être concrètement ce que vous aimeriez à la place de cette loi sur laquelle on vote le 13 juin. Ouais, merci. Donc, effectivement, enfin, notre nom, c'est un nom parce que pour nous, cette loi, elle est carrément un pas dans la mauvaise direction, dans le sens qu'elle s'inscrit dans la continuité de la politique climatique actuelle de la Suisse. Et cette politique-là, elle est un échec. Les émissions de CO2 de la Suisse, elles augmentent d'une année après l'autre, alors qu'elles devraient diminuer. Donc, on est là face à un échec, et puis cette loi, elle perpétue cette politique-là. Elle rate, et ça, tout le monde l'admet, elle rate même les objectifs beaucoup trop modestes de l'accord de Paris qui sont d'atteindre la neutralité carbone d'ici en 2050. Et puis, si elle rate ces objectifs, c'est bien parce qu'elle ne sait pas faire le lien entre écologie et la politique sociale. En fait, cette loi, elle renforce les structures inégales actuelles et c'est pour cela qu'elle rate ses objectifs. Par exemple, au lieu de s'attaquer aux secteurs les plus polluants en Suisse, qui sont le secteur de la finance, elle les épargne complètement. La seule chose qui est exigée du secteur de la finance, c'est de faire des rapports. Mais faire des rapports, ça n'a jamais empêché personne d'émettre comme d'habitude. Et puis de plus, en plus de ça, cette loi, même dans les autres secteurs, elle permet aux entreprises et aux entités les plus polluantes de continuer comme d'habitude. Au lieu de faire les transformations structurelles nécessaires, ces entreprises-là peuvent soit s'acheter des certificats de polluer, soit investir dans des secteurs de compensation. Donc, en fait, cette loi, au lieu de prévoir des réelles réductions, ce qu'elle fait, c'est de prévoir des compensations. Mais compenser, ce n'est pas réduire. Ce qu'il faut, c'est vraiment des transformations structurelles qui nous permettent de réduire les émissions. Et puis, c'est la même chose pour les individus comme moi, comme tout le monde. Là, ce que prévoit la loi, ce sont des taxes incitatives. Donc, c'est des taxes qui sont les mêmes pour tout le monde, quel que soit le revenu. Donc, ça pèse davantage sur les ménages à revenus faibles, mais ces taxes, en même temps, ne sont pas suffisamment élevées pour que les ménages à revenus aisés changent leur comportement. Et pourtant, c'est ces ménages-là qui prennent le plus souvent l'avion, qui s'achètent les 4x4 pour après rouler en ville. Donc, en fait, ces ménages-là peuvent continuer leur comportement polluant au lieu de faire les réductions nécessaires. Donc, là, de nouveau, c'est parce que cette loi, elle n'a pas de dimension sociale qu'elle rate ses objectifs climatiques. Et donc, notre nom, ce n'est pas un nom rose-vert, en fait, c'est un nom rouge, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment un changement sociétal radical. Et puis, on n'a pas d'espoir que ce changement, il va venir du Parlement. Enfin, si c'était possible, la loi, elle serait meilleure déjà maintenant. Et donc, ce qu'on veut, c'est vraiment une mobilisation sociale massive pour enfin casser le rapport de force qui est maintenant tenu justement par le centre patronal qui protège ses intérêts, qui protège ses possibilités de faire des bénéfices au détriment de la planète et de nous toutes et tous. Très bien. Alors, Delphine Klopfenstein-Brocini, vous êtes conseillère nationale genevoise des Verts, les Vertes, aujourd'hui. À entendre cette voix discordante à gauche, est-ce que vous n'êtes pas suffisamment rouge et vous n'êtes peut-être pas assez vert également? Qu'est-ce que vous répondez à Franziska Meinertz? Merci de me donner la parole. Alors, ce que je lui réponds simplement, c'est que je suis parfaitement en accord avec elle sur les objectifs de base. Parce que, évidemment, nous sommes en pleine crise climatique. Nous devons activer des leviers qui soient suffisamment puissants
pour changer de direction de manière catégorique. Et là-dessus, je suis complètement convaincue. Je me bats depuis des années sur ces questions-là et nous devons changer de système profondément pour opérer clairement, clairement un impact sur cette crise climatique qui nous touche toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes devant une loi. Cette loi, nous l'avons travaillée pendant des années au Parlement. Elle a subi des échecs. On a essayé de la reprendre. Et finalement, moi qui l'ai travaillée en détail, je suis à la Commission de l'environnement, j'ai pu travailler article après article. Je me suis rendu compte qu'il y avait des enjeux très clairs. Et il y avait des choses qu'on pouvait défendre et des choses qu'on pouvait gagner. Ce sont des petits pas et je le reconnais pleinement ici. Pour moi, cette loi sur le CO2 est un pas dans une direction qui est juste, contrairement à ce que vient de dire Madame Meinherz. C'est une direction qui est juste parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la première fois que nous avons une loi qui clairement inscrit dans ses articles une proposition de réduction des émissions, parce que c'est inscrit noir sur blanc, une diminution de 5% des émissions de CO2 à l'horizon 2030. Certes, 3/4 réalisés en Suisse, certes, c'est insuffisant et ça, moi, je le reconnais clairement, mais ça serait complètement, donc, du coup, illusoire aujourd'hui de penser que cette loi sur le CO2 résoudra clairement la crise du climat. Par contre, cette loi permettra de poser les jalons nécessaires pour mener des politiques climatique. Et dans ce sens, pour moi, c'est essentiel parce qu'elle a réussi quand même à aborder des nouvelles choses, notamment sur la question de l'aviation. Jusqu'à présent, la pollution aérienne n'avait jamais été touchée par aucune des lois. Aujourd'hui, notamment grâce au principe de taxe incitative, qui reste un principe, et ça je pourrais encore le répéter, un principe extrêmement social, avec une redistribution cash à la population sur le principe même du pollueur-payeur, eh bien, la question de l'aviation est clairement épinglée dans cette loi. Et ce que je dirais sur les finances, et là je rejoins clairement ce qui a été dit tout à l'heure, les finances, ce n'est pas suffisant. Nous sommes battus, nous les Verts, pour être beaucoup plus exigeants dans cette loi, avec plus d'ambition, notamment que la FINMA, que la BNS rendent des comptes clairement et s'engagent dans des mesures pour réduire leurs émissions de CO2. On sait que la place financière est autrice de 20% des émissions de CO2, c'est énorme au niveau planétaire, c'est énorme. Le rôle est essentiel et moi je continuerai de me battre. Donc pour moi, c'est essentiel aujourd'hui de voter cette loi, de prendre chacune de ces avancées comme des acquis, mais surtout de continuer le combat. C'est-à-dire que de prendre l'énergie aujourd'hui pour faire passer cette loi et le 13 juin, dès qu'elle aura passé, de continuer de nous battre. Et je me réjouis d'ailleurs que la grève du climat soit à nos côtés pour continuer ce combat. Alors, vous aurez face à vous, j'imagine, Christophe Raymond, que je salue également, directeur général du centre patronal. J'imagine que l'étape qui suivra le 13 juin, vous ne la soutiendrez pas, vous ne soutenez déjà pas ce qu'on propose le 13 juin. Pour quelles raisons? Bonjour à tous. Parce que cette loi est inefficiente, c'est-à-dire qu'elle parvient à un médiocre résultat avec un maximum de ressources. Et les effets que l'on peut en attendre, par exemple pour le climat, je rappelle à cet égard que la Suisse représente 1/1000 aujourd'hui des émissions, l'équivalent de 2 jours d'émissions de la Chine. Les effets que l'on peut attendre de la loi donc pour le climat, mais aussi pour la transition énergétique, ne sont tout simplement pas en adéquation avec le gigantesque appareil taxatoire et administratif qui est mis en œuvre. La loi sur le CO2 institue en effet une énorme pompe à finances. Et ce sont environ 2 milliards de francs qui seront prélevés chaque année grâce à une hausse de 12 centimes du litre d'essence, absolument pas redistribuée à la population, une hausse de 30 centimes sur le litre de mazout, une hausse de 2 centimes du kilowattheure de gaz et, Mme Klopfenstein l'a rappelé, un certain nombre de taxes sur les billets d'avion. Une moitié de ces 2 milliards sera redistribuée à la population selon des règles subtiles. Et puis, un autre milliard viendra garnir un fonds climatique qui est une drôle de machine à distribuer des subventions au moyen d'une bureaucratie qui est impressionnante. Et tout cela est, à notre sens, inefficace et inefficient. Et j'aimerais rappeler, ça fait la transition avec le futur, en cas de non à la loi, puisque c'est la question qu'a posée M. Wüthrich, il faut rappeler la quantité d'efforts qui sont déjà accomplis aujourd'hui au titre de notre politique climatique, avec une taxe
incitative aujourd'hui déjà, qui est à peu près la plus élevée du monde, qui est 2 fois plus élevée que la taxe française, 4 fois plus élevée que la taxe en Allemagne. Il faut rappeler, pour les entreprises, le travail qui a été réalisé avec l'Agence de l'énergie pour l'économie, qui est tout à fait remarquable, qui parvient à des conventions d'objectifs avec des résultats qui sont franchement impressionnants. Puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le progrès technique et l'innovation qui sont efficaces. Le développement des pompes à chaleur, de l'aquathermie, de la mobilité à l'hydrogène, de la mobilité électrique, de l'exploitation du CO2 comme ressource. Ce sont ces innovations-là qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. On ne traitera pas, à notre sens, la question climatique, on ne la résoudra pas avec des interdictions et avec des taxes, mais par l'innovation et par de nouvelles technologies rentables. Alors, à droite, d'habitude, je pense que Damien Cottier et Christophe Raymond, vous êtes parfois d'accord. Là, vous ne l'êtes visiblement pas du tout. La droite est divisée comme l'est le camp rose-vert-rouge, puisqu'il était également rouge en l'occurrence, comme l'a dit Madame Maïners. Alors, Damien Cottier, quand on entend la description que M. Raymond fait de cette loi, on s'étonne de vous trouver dans le camp des partisans. Expliquez-nous alors pour quelles raisons vous y êtes et pour quelles raisons vous n'êtes pas d'accord avec Christophe Raymond. Non, vous avez raison de dire qu'au fond, on est souvent dans le même camp. On a fait campagne souvent ensemble avec M. Raymond. Et puis là, on a une opinion divergente. Parfois, c'est la démocratie, ça arrive aussi. On a une perspective différente sur la manière dont cette loi fonctionne et peut-être sur les objectifs à atteindre. Parce que M. Raymond a dit à juste titre, et là je partage ce qu'il a dit, qu'il y a des efforts considérables qui ont été faits, en particulier dans l'industrie, par les entreprises ces 20 dernières années en Suisse, en matière de réduction de production de CO2, c'est vrai, mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est poursuivre cet effort et il faut l'accentuer. Parce qu'on a réussi avec les efforts de la loi actuelle sur le CO2 à diminuer de tout juste pas 20%, qui était l'objectif à 2020, nos réductions de CO2. On doit arriver à 50% en 2030. Donc en fait, ce qu'on doit faire maintenant, si on veut respecter les objectifs de l'accord de Paris, et la Suisse est un pays qui respecte les engagements qu'elle a pris, eh bien, il faut accentuer cet effort. Et il faut le faire aussi dans les domaines où on n'a pas été suffisamment bon. Je me permets juste de montrer ce graphique, j'espère qu'on le voit. J'ai colorié encore un peu plus fortement les petites lignes pour qu'on voit la différence. On voit, c'est la ligne verte dans le domaine des bâtiments, que sur ces 20 dernières années, et même 40, pour prendre ce graphe, la source, c'est l'Office fédéral de l'énergie, on a réussi à diminuer de manière assez forte dans les bâtiments, par des mesures concernant les chauffages et l'isolation, la production de CO2. On voit aussi, et c'est la ligne orange, c'est la ligne jaune, que dans le domaine de l'industrie, on a aussi réussi à infléchir la ligne vers le bas, et donc effectivement une baisse assez remarquable de la production de CO2. Mais ce qu'on voit aussi dans ce graphique, c'est que la ligne orange, c'est les transports, et bien là, on n'a pas eu de diminution, on n'a pas eu d'effet actuellement. Et pourquoi? Parce que dans la loi actuelle sur le CO2, on n'a pas véritablement de mesures dans ce domaine-là. On a une loi sur le CO2, et ça restera, qui impacte les combustibles, donc principalement les huiles de chauffage, mais pas le trafic. Et ce qu'on fait avec cette nouvelle loi sur le CO2, ce n'est pas une grosse bureaucratie, c'est de mettre, je crois que c'est Jean-Pierre Dantine qui l'écrivait dans Le Temps, aujourd'hui ou hier, c'est de mettre un prix sur un bien commun qui actuellement n'a pas de prix. C'est au fond notre atmosphère, c'est le climat. Mais s'il n'a pas de prix, il a un coût pour l'ensemble de la société. Et ce qu'on veut faire, c'est de mettre le juste prix à travers ces mécanismes qui sont mis en place dans cette loi pour que celui qui produit plus de CO2, qui utilise plus de cette ressource commune et qui génère des coûts pour la société, eh bien, participe financièrement un peu plus. Alors que celui qui est plus économe, eh bien, soit favorisé, soit incité à le devenir plus encore. Donc, c'est un mécanisme, au fond, de correction qui n'est pas aussi lourd qu'on veut le dépeindre, avec une grande partie de l'argent qui est restitué à la population. Donc, en ce sens-là, ce n'est pas une taxe supplémentaire, puisqu'elle n'ira pas dans les caisses de l'État, mais elle ira pour partie restituée à la population et aux entreprises, et puis pour l'autre, dans des aides à l'investissement et à l'innovation. Et il nous semble que c'est un système qui est à la fois libéral et efficace, parce qu'il continue de miser sur la responsabilité individuelle, il ne favorise pas des interdictions, mais il
favorise le bon comportement, au fond, dans le sens d'une réduction des émissions de CO2 dans notre pays. Donc, au fond, c'est une poursuite et une accentuation du travail qui a été fait jusqu'à maintenant et avec succès dans notre pays. Très bien, on va maintenant prendre les questions du public qui nous suit. Je vais essayer de les regrouper. Vous ne serez pas surprise ni surpris qu'une partie des questions porte sur les taxes. Et je vais commencer par celle-ci. Le chiffre officiel, c'est 100 francs par année par ménage. Et plusieurs participants mettent ce chiffre en doute. Est-ce qu'il n'est pas largement sous-estimé? Alors, je vais peut-être donner d'abord la parole aux partisans, donc à Delphine Klopfenstein-Brogini en premier, à Damien Cottier ensuite, et je donnerai ensuite le temps de réplique à M. Raymond et à Mme Meiners. Mme Klopfenstein-Brogini, 100 francs, c'est sérieux? Merci. C'est absolument sérieux. Ce sont des chiffres qui ont été articulés par le Conseil fédéral et qui sont soutenus par différentes études. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Prenons l'exemple de la taxe sur les billets d'avion avec une famille qui gagne peu d'argent, une famille qui gagne 4 000 francs par mois, par exemple, une famille qui a 2 enfants, qui prend une fois par année un vol courrier. Eh bien, cette famille, qu'est-ce qui lui arrive de ces taxes? On se rend compte qu'elle prend un courrier, un avion par année, c'est-à-dire 30 francs par personne pour ce vol-là. Ça veut dire qu'au final, elle dépensera 120 francs de taxes sur les billets d'avion par année. Mais la restitution de la taxe, qu'est-ce qu'elle va recevoir à la fin de l'année? Comme on sait que c'est à peu près 60 francs par personne de retour cash de la taxe redistributive, eh bien, elle gagnera 240 francs de restitution. Ça veut dire qu'au final, cette famille, uniquement sur la question des billets d'avion, une famille qui a peu de moyens, mais une famille qui voyage quand même, qui prend quand même une fois par année l'avion, eh bien, cette famille-là, elle aura, si on veut, 120 francs de plus dans son porte-monnaie à la fin de l'année. Donc, très clairement, sur la taxe sur les billets d'avion, on le sait parfaitement que ce sont les ménages à haut revenu qui vont clairement renflouer la taxe et ceux qui vont gagner, d'ailleurs, il y a plusieurs études qui le montrent, jusqu'à 90% des ménages vont gagner de la taxe. Et on sait aussi que ce principe même, parce qu'au départ et à la finalité, c'est vraiment qu'on réduise évidemment le nombre de vols, et ça c'est clairement quand même la volonté, parce que si on veut limiter notre empreinte, c'est évidemment là-dessus qu'on doit jouer. Eh bien, on sait que grâce à ce système incitatif, on arrivera à une diminution d'au moins 20% du nombre de vols. Donc, si on prend juste les billets d'avion, on arrive à cet intérêt. Je dirais encore juste une remarque par rapport aux taxes et au prix que ça coûte. On sait aussi que certes, il y a une augmentation sensible du prix du litre d'essence, mais ce qu'on sait aussi, c'est que, et c'est inscrit dans la loi, dans 10 ans, les voitures consommeront 2 fois moins. On sait aussi qu'aujourd'hui, le prix du baril de pétrole n'a jamais été aussi bas. Donc, ça veut dire que l'un dans l'autre, au niveau de la facture finale, eh bien, la population s'en sortira. Damien Cottier, vous êtes un libéral. En principe, vous n'êtes pas tellement favorable aux taxes. Là, il y en a. Pas plus de 100 francs par ménage. Vous partagez ce calcul? Alors, je suis un libéral radical et effectivement, je ne suis pas favorable aux taxes, surtout quand elles vont dans les caisses de l'État et qu'elles engraissent ou elles font grossir la machine étatique. Ici, ce n'est pas le cas. C'est une taxe incitative qui, pour une grande partie, est restituée à la population à travers l'assurance maladie et aux entreprises à travers les caisses de compensation, que pour une autre partie est utilisée pour faire des subventions au changement de système de chauffage ou à l'installation de bornes électriques pour les véhicules électriques, par exemple, ou aussi de subventions à l'innovation. Donc, cet argent est réinvesti dans la machine. Et le calcul qu'a donné Mme Klopfenstein-Brogini est juste, c'est le calcul qu'a fait le Conseil fédéral. Chacun peut le trouver sur le site de l'Office fédéral de l'énergie ou sur le site fédéral de l'environnement, je ne sais plus, je crois qu'on le trouve probablement sur les deux. Avec ce calcul, évidemment, c'est des chiffres moyens qui ont été pris. On a estimé que c'était une famille qui habitait dans un logement de 128 mètres carrés, qui utilisait tant d'huile de chauffage par année, qui a une voiture qui consomme 6 litres au 100 et qui parcourt 12 500 km par année, et qui prend une fois l'avion en Europe par année. Et avec ce calcul-là, avec les dépenses supplémentaires et les revenus, et le retour donc d'argent de la taxe, vous arrivez à une manière extrêmement précise à 97 francs par année. Alors pour certaines familles, ce sera peut-être un peu plus, parce qu'elles dépensent plus, ou parce qu'elles font plus de kilomètres, ou parce qu'elles ont une plus grosse cylindrée. Pour d'autres, ce sera moins. Mais je crois que ce qui est important, c'est de voir, non pas la photo, mais le film. C'est de voir la chose dans une vision dynamique. Ce qui va se passer avec cette loi, c'est que les gens seront incités à acheter des véhicules qui consomment moins,
que les importateurs de véhicules seront incités et même forcés à importer des véhicules plus efficients énergétiquement en coordination avec les efforts que fait l'Union européenne. Et que par conséquent, à la fin, vous allez avoir des économies d'énergie et des économies au niveau des dépenses parce que vous aurez des instruments, des véhicules, des outils, des chauffages qui consomment moins. Et on peut déjà évidemment faire le calcul aujourd'hui si on change de cylindrée. Et dès le moment où il y aura des incitations économiques à le faire, ça va favoriser ce choix par les personnes. Et à la fin, vous aurez d'un côté peut-être des taxes, mais de l'autre côté des économies sur les dépenses. Et si vous consommez beaucoup moins d'essence, même si le prix de l'essence augmente un tout petit peu, à la fin, vous aurez fait des économies. Et c'est ça l'incitation prévue par cette loi. Et on sait qu'elle marche parce que ça fait 20 ans qu'on le pratique à travers l'actuelle loi sur le CO2 et qu'on voit qu'elle fonctionne dans les domaines et aux proportions où elle existe actuellement. Et ce mouvement-là, eh bien, on le renforce. Christophe Raymond, est-ce que cette démonstration n'est pas convaincante? En fait, en changeant de comportement, on a une facture qui est relativement peu élevée, mais je crois que vous avez avancé vous-même et vos partenaires du référendum de la droite économique. Vous avez avancé d'autres chiffres. Comment parvenez-vous à ces chiffres qui sont 10 fois plus élevés? Madame Klopfenstein et Monsieur Cotier inventent la taxe magique. C'est la taxe qui ne fait que des gagnants. Donc on la paye, mais de toute façon on va recevoir plus après. C'est absolument extraordinaire. Le problème, c'est qu'avec la loi sur le CO2, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a donc, je l'ai dit tout à l'heure, 2 milliards de francs qui sont engendrés par des taxes nouvelles. Il n'y a pas seulement celle sur l'aviation, il y a toutes les autres sur le gaz, sur le mazout, sur l'essence, bien entendu. Je note en passant que les 12 centimes sur l'essence ne sont pas redistribués à la population ni aux entreprises. Ça, il faut le dire très clairement, parce qu'il y a beaucoup de confusion à cet égard, y compris d'ailleurs chez M. Dantine dans l'article cité tout à l'heure. Il est d'ailleurs assez surprenant qu'un personnage aussi illustre fasse des erreurs aussi crasses. Sur ces 2 milliards de francs prélevés, il y en a en gros une moitié qui est en effet redistribuée, et puis une autre moitié qui ne l'est pas. Elle ne l'est pas parce qu'elle part dans le fonds climat. Personne donc ne peut croire au mythe de la taxe qui permettrait à chacun de toucher davantage qu'il n'a dû payer au préalable en payant la taxe, dès lors qu'une moitié de cette taxe a servi non pas à la redistribution, mais à distribuer des subventions. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Il n'y a pas de taxe magique nulle part, absolument nulle part, ça n'existe pas. Et bien entendu pas dans la loi sur le CO2. Maintenant, cette loi, elle a en effet des effets financiers qui sont concrets, qui se chiffrent en plusieurs centaines de francs. On peut entrer dans des batailles de chiffres. Moi, j'ai les chiffres du TCS, qui est favorable à la loi, qui, sur la base de ses calculs, dit 13 500 km en voiture, 7 litres au 100, 120 francs par année, net, par distribué. Je le répète ici parce que c'est très important. Donc, la loi a des effets concrets en plusieurs centaines de francs pour les personnes et les familles, les citoyens qui utilisent une voiture, pour les locataires, pour les propriétaires qui se chauffent au mazout, qui se chauffent au gaz. La loi a des effets concrets pour de nombreuses entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises qui ont un parc de véhicules ou qui ont des moyens de production qui sont frappés par la nouvelle taxe. La loi a des effets concrets aussi pour toute la population parce que ces coûts supplémentaires de transport ou de production, ils vont évidemment augmenter pour de nombreuses entreprises et ils vont être répercutés. Quant à la possibilité d'y échapper en étant vertueux, elle n'existe vraiment que de manière très, très, très partielle. J'aimerais souligner ici qu'il y a des effets de déveine. Que peut faire le locataire qui habite dans un immeuble chauffé au mazout? Déménager. Voilà, c'est cela qu'il doit faire. Il doit déménager pour aller dans un immeuble qui serait chauffé par des moyens qui ne lui seraient finalement pas facturés. Vous pouvez multiplier ces exemples-là. Que peut faire le boulanger qui cuit son pain dans un four à gaz, etc., etc. Il faut changer, oui, mais pas avec une politique de claquement de doigts et surtout pas en faisant croire au mythe de la taxe magique qui ne fait que des gagnants.
Franziska Meinert, est-ce que le coût pour la population fait partie de vos réflexions dans l'argumentation de la grève du climat? J'ai rarement vu des réflexions sur ce sujet. Est-ce que vous vous préoccupez de savoir ce que les gens qui devront payer cette taxe parce qu'ils ne peuvent par exemple pas changer de chauffage parce qu'ils sont locataires, auront comme possibilité pour essayer d'échapper à ça? Et je vous pose la question en sachant que vous demandez plus vite. Tout à fait, enfin, c'est au cœur de nos réflexions et je m'étonne en fait d'être rejoint là-dedans par le centre patronal parce que on le sait bien, historiquement, enfin, je crois que c'est absolument la première fois que le centre patronal se préoccupe pour la sort des locataires et des petits commerces. Enfin, je veux dire, quand il y avait justement une initiative sur les loyers pour les protéger, pour permettre à toutes et chacune et tout et chacun d'habiter dans un logement abordable, bah, le centre patronal n'était clairement pas de nos côtés. Donc, enfin, ça, juste comme petite remarque de côté. Non, mais effectivement, enfin, pour nous, justement, ces taxes au pluriel sont une des critiques qu'on adresse à cette loi parce que, justement, d'un côté, et puis, bien sûr, elles sont redistribuées, mais elles risquent quand même de peser davantage sur les ménages les plus précaires. Et puis, de l'autre côté, elles ne sont pas efficaces en matière de réduction. Si on veut réduire les émissions, il y a des manières plus efficaces de faire que des taxes qui, justement, touchent moins que proportionnellement les ménages aisés qui peuvent continuer leur comportement polluant et qui sont aussi les personnes qui polluent le plus en Suisse, enfin, qui prennent le plus les avions, qui ont les voitures les plus grosses. Donc, si on veut vraiment réduire les émissions de manière efficace, sans générer des effets sociaux pas souhaitables, il y a d'autres mesures, comme par exemple un quota de rationnement sur les vols, où on peut dire, enfin, chaque personne a par année un certain nombre de kilomètres qu'elle peut effectuer par vol. On peut combiner ça avec une interdiction des vols de court courrier et comme ça, on peut permettre une certaine égalité dans la possibilité de voyager et réduire significativement le nombre de voyages en avion. On pourrait aussi favoriser les transports publics régionaux gratuits. Ça permet à des personnes de renoncer entièrement à la voiture. Donc, la question de la taxe sur les carburants ne se pose même plus et les personnes, enfin, toute personne a la possibilité de voyager, d'accéder à des hôpitaux, des lieux de culture, des écoles, des lieux de travail sans dépenser un seul franc. Donc, il y a des mesures comme ça qu'on peut financer via des impôts qui sont donc socialement redistributifs, qui touchent plus les personnes qui ont plus d'argent et comme ça, on a vraiment une redistribution directe de l'argent, on a une lutte contre les inégalités et on a des mesures où on peut facilement avoir des réductions d'émissions significatives. On peut vraiment réduire substantiellement le nombre de voitures, pas juste un peu l'efficacité des voitures, mais garder le même nombre de voitures. On peut réduire le nombre de voyages en avion effectués, pas juste ne plus permettre à une famille qui voudrait bien aller visiter ses grands-parents au Sri Lanka une fois par année, mais qui ne peut plus le payer. Enfin, on peut vraiment avoir des mesures socialement plus justes et plus efficaces en termes de réduction d'émissions. Alors, je vous relance sur la question des transports publics, parce que c'est une autre question qui revient assez fréquemment, c'est celle des régions périphériques qui sont moins bien desservies par les transports publics, qui doivent aussi davantage se chauffer, puisque ce sont des vallées. Donc, à vous entendre, il suffit d'augmenter les impôts et puis on peut mettre un bus toutes les 10 minutes dans n'importe quelle vallée du pays pour que les gens des régions périphériques ne prennent plus leur voiture. Alors, clairement, ça ne suffit pas. Enfin, disons que ça permet déjà de canaliser un gros du trajet pendulaire, mais effectivement, il y a des personnes qui ne vont jamais pouvoir renoncer à leur voiture. Mais c'est très peu de personnes. Disons que les vallées très périphériques, disons en vallée, enfin, il y en a peu de personnes, ce n'est pas très peuplé. Moi, par exemple, je suis originaire des Grisons. Là aussi, il y a des personnes qui ne peuvent jamais renoncer à leur voiture, mais c'est très peu de personnes. Si c'est ça les seules personnes qui continuent à rouler une bagnole électrique, ça va pouvoir le faire. Mais si on doit remplacer tout le parc de véhicules actuels par des véhicules électriques et en même temps, on va sortir du nucléaire, bah, on va importer massivement de l'électricité charbon d'Allemagne. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de miracle. Donc, il faut réduire ici où on peut, dans l'arc lémanique, un peu dans la Suisse urbaine, quoi. Et puis, c'est là où il y a le gros de voitures. Et c'est là où il y a le gros de 4x4 inutiles. Donc, c'est là où il faut agir. Damien Cottier, ça concerne si peu de monde que ça, cette loi dans les régions périphériques?
Non, je crois qu'elle concerne beaucoup de monde. Moi, je ne suis pas pour la gratuité des transports publics. D'abord parce que le terme gratuit, il est complètement abusif dans ce domaine-là, puisque c'est de toute façon payé par quelqu'un, et en l'occurrence par l'impôt, c'est-à-dire par tout le monde. Ça, je ne crois pas que c'est une bonne manière de concevoir les choses. C'est clair qu'il y aura un impact, mais là aussi, y compris dans les régions périphériques, si le système vous incite à utiliser un véhicule qui produit moins de CO2, vous n'aurez pas à payer la taxe supplémentaire dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, j'aimerais corriger M. Raymond, excusez-moi de devoir le faire, mais vous êtes d'habitude quelqu'un de précis. Là, vous avez dit que 50% part dans le fonds et ne sera pas restitué. S'agissant de la taxe sur le CO2, sur les combustibles, hein, donc sur les huiles de chauffage, c'est les 2/3. S'agissant de la taxe sur les billets d'avion, c'est effectivement 50%. Et vous avez raison de dire que la taxe sur l'essence, elle ne sera pas restituée. Par contre, ce n'est pas sûr qu'elle sera de 12 centimes. Parce que c'est un maximum, ce n'est pas une taxe prélevée par l'État, hein, c'est une obligation faite aux importateurs de carburant de compenser. Et pour le faire, ils peuvent se financer à travers une taxe qu'eux-mêmes décideront de mettre sur l'essence. Actuellement, c'est déjà possible jusqu'à hauteur de 5 centimes. Or, c'est à peu près 1,5 centime qui est prélevé actuellement. Donc, les importateurs n'utilisent pas l'entier de leur marge et on n'est pas sûr, je ne dis pas que ce ne sera pas le cas, mais on n'est pas sûr que ces 12 centimes soient totalement utilisés. Mais toujours est-il que si vous utilisez un véhicule qui produit moins de CO2, enfin, je vous prends un exemple très concret que je connais bien puisque c'est le mien, j'ai changé de voiture, j'ai pris une voiture hybride, je suis allé ce matin au pont de Martel pour faire la conférence de presse du comité neuchâtelois oui à la loi sur le CO2. Je suis arrivé en même temps qu'un autre membre du comité, nous nous battions pour charger notre voiture parce qu'il y avait une seule borne de recharge électrique. À l'avenir, il y en aurait plus dans ce genre d'endroit. Le canton de Neuchâtel prévoit d'en instaurer 3000 et la loi permettra de subventionner ce genre de choses. Mais toujours est-il que moi, je suis allé depuis Neuchâtel ou la périphérie de Neuchâtel jusqu'au pont de Martel et retour en utilisant pratiquement pas d'essence aujourd'hui parce que j'ai utilisé la partie électrique de mon véhicule et l'autre personne qui s'est déplacée utilisait aussi uniquement du courant électrique avec sa voiture électrique. Et sur ce trajet-là, alors là, le véhicule était un petit peu plus cher à l'achat, mais sur ce trajet-là, je n'aurais payé 0 centime de taxe sur le CO2 ou sur les carburants puisque je n'en ai pas utilisé. Donc, il y a des moyens et c'est exactement ce à quoi la loi incite comme comportement en taxant, ma foi, ceux qui produisent plus de CO2 et en donnant une restitution d'une partie des taxes à ceux qui produisent moins de CO2. Et c'est exactement l'effet qui est recherché. Alors, Delphine Klopfenstein-Brogini, qu'est-ce que vous dites aux habitants des régions périphériques? J'ajoute la question du chauffage, hein, qui revient aussi assez fréquemment. Beaucoup de gens n'ont pas le choix, n'ont pas la possibilité de changer de chauffage, principalement les locataires, mais il y a aussi des personnes, des petits propriétaires retraités qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de le faire. Est-ce que les gens dans les régions périphériques ne sont pas un peu les dindons de la farce, ne font pas les frais de cette révision de la loi? Absolument pas. Et ça a été vraiment, ça a été travaillé, ça a été calculé au niveau de la commission et ensuite en plénière, où la question, en effet, des régions périphériques a vraiment été prise en compte. Je vous explique pourquoi, tout simplement. C'est qu'au fond, c'est une loi qui prévoit sur 10 ans des mises en œuvre régulières, que ça soit sur la question du chauffage ou que ça soit sur la question de l'essence, ou que ça soit aussi de manière générale sur la question des transports. Hein. On sait aussi que les cars postaux, notamment désormais, devront aussi s'émanciper du diesel et réussir à être électriques à terme. Donc l'idée, clairement, et c'est inscrit dans la loi, c'est que dans 10 ans, toute nouvelle voiture qui sera mise sur le marché devra consommer 2 fois moins d'essence. Donc ça veut dire qu'il y a un impact direct. Et ça, c'est demain déjà. Donc, ça veut dire qu'on arrive déjà dans une nouvelle ère, également celle sur le chauffage. On sait aussi que les chaudières à mazout, hein, dans moins de 10 ans, toute nouvelle, quand il faudra changer de chaudière, eh bien, on devra aussi, enfin, les chaudières à mazout ne seront plus autorisées et puis on sera obligé évidemment de passer à des énergies renouvelables. C'est vraiment un principe, c'est une transition qui est nécessaire pour qu'ensuite on puisse clairement investir et cet investissement, il va être possible grâce au Fonds climat qui n'est pas du tout une lubie ni des Verts ni des écolos en général. Ce Fonds climat
profondément. Il permet, c'est une enveloppe qui permet d'une part de financer, et ça a été inscrit clairement dans la loi, le développement de trains de nuit ou de trains à grande vitesse, qui est essentiel si on veut réduire les avions. Évidemment, il faut qu'on fasse des alternatives. C'est pas suffisant en l'état, mais c'est déjà un signal qui est extrêmement important. Et puis, ce fonds climat, il permet aussi de développer le programme bâtiment. Ce programme bâtiment, il est extrêmement important. Il va aussi servir, et ça je réponds à Monsieur Raymond, il va clairement servir aux locataires. Ces locataires-là, ils vont profiter de ce programme bâtiment. Ce programme bâtiment, il est non seulement alimenté par la taxe sur les billets d'avion, mais également sur la taxe sur le CO2, dont, comme l'a dit M. Cotier, en effet, 2 tiers sont restitués à la population, mais le tiers restant est directement investi dans ce fonds climat. Ce fonds climat va permettre, grâce au programme bâtiment, de rénover le parc des immeubles aujourd'hui. Donc, avec une rénovation de ce genre-là, ça veut donc dire que très rapidement et à terme, les locataires aura une facture beaucoup moindre de chauffage, grâce notamment au fait qu'ils auront besoin de moins se chauffer parce que les bâtiments seront mieux isolés. Ça, c'est pour les locataires. Pour les propriétaires, eh bien, il y aura évidemment, vu qu'on est dans un principe incitatif, une incitation, notamment, comme je disais tout à l'heure, à travers le renouvellement des chauffages, de miser largement sur le renouvelable. On doit vraiment permettre, et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on doit concevoir cette loi, c'est vraiment une loi qui permet cette transition, mais cette loi, évidemment, elle touche les émissions de CO2, c'est pas une loi qui prévoit un projet de société, parce qu'évidemment, le projet de société, on doit continuer de le travailler à côté de cette loi, à travers d'autres lois, d'autres initiatives, à travers des mouvements sociaux, qui sont notamment celui aussi, évidemment, de réduire le parc automobile, parce que c'est essentiel. L'idée, c'est pas de transposer le parc à essence aujourd'hui par un parc électromobile. On est bien d'accord là-dessus, sachant, et là, je reviens à la question de départ, qui est celle des régions périphériques. L'écrasante majorité des habitants et habitantes en Suisse habitent dans les villes. Ces habitants et habitantes, à Genève par exemple, qui est mon canton, un ménage sur 2 au centre-ville à Genève n'ont plus de voiture. Moi-même, je n'ai pas de voiture. Donc, on peut tout à fait, évidemment, vivre sans voiture dès le moment où le réseau de transport public est efficace. On doit miser évidemment là-dessus et c'est clairement une solution. Mais les habitants et habitantes des régions périphériques n'ont pas été oubliés dans cette loi et c'est clairement dans cette transition que nous arriverons collectivement à nous émanciper du pétrole. Christophe Raymond, on ne les a pas oubliés? Il n'y a pas de mesures spécifiques qui ont été prises dans la loi pour les gens des régions périphériques, mais au fond, faire des catégories, les villes, Genève, les vallées grisonnes, peu importe. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de situations qui sont là, qui sont existantes, qui toutes évoluent dans une direction qui est favorable, qui vont dans la direction de moins de ressources, d'émissions qui sont moindres. C'est tout à fait évident, ça a été dit pour ce qui concerne les voitures, c'est évident aussi pour ce qui concerne les chauffages. Personne ne construit aujourd'hui sans faire des réflexions très, très profondes pour savoir comment il va se chauffer, et très peu sont ceux qui imaginent aujourd'hui construire en se chauffant au mazout. En tout cas, je peux vous dire que comme investisseur et aussi comme chef d'entreprise, ce n'est pas exactement les idées qu'on a si on essaye de se projeter vers l'avenir. Mais seulement, il y a la réalité. Et la réalité, c'est celle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, la réalité n'est pas celle qui est décrite et selon laquelle il suffirait d'un claquement de doigts pour substituer un moyen non polluant ou moins polluant à un autre. Monsieur Cotier et Madame Klopfenstein nous disent comme Marie-Antoinette, ils réclament du pain, qu'ils prennent de la brioche, voyons. C'est exactement ça qu'on dit aux gens. Vous devez, mais bon sang, s'il vous plaît, prenez donc une voiture électrique. Que ne vous chauffez-vous pas avec une pompe à chaleur? Pardon, les personnes locataires, propriétaires, qui ont une voiture et qui ont aujourd'hui une réalité, ils voient bien où ils doivent aller, où ils ont envie d'aller, où ils iront quand ils auront les moyens de le faire ou la possibilité de le faire. La réalité d'aujourd'hui, c'est une loi qui est punitive, qui taxe un certain nombre de gens qui, je l'ai dit tout à l'heure, sont frappés par une sorte d'effet de déveine. Ils sont devenus propriétaires ou locataires à tel moment, à tel endroit. Ils n'ont pas le choix de changer les choses d'un claquement de doigts. C'est véritablement la brioche Marie-Antoinette.
Parmi les questions qui Je reviennent… m'excuse, je peux réagir juste à ça. Oui, bien sûr, allez-y. Parce que Mme Clofferstein-Brodini l'a dit très clairement. Je crois qu'on peut vraiment pas parler de claquement de doigts. Je trouve que c'est quand même un peu exagéré d'utiliser cette formule parce que cette loi entre en vigueur avec des étapes sur une dizaine d'années. Ma collègue l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment pas un changement qui est attendu du jour au lendemain. C'est un changement progressif qui permet aux gens de changer d'habitude. Et je crois que ça, on doit vraiment le voir. Et au fond, ce mouvement que vous décrivez vous-même du chef d'entreprise qui ne s'imagine pas acheter aujourd'hui un chauffage, investir dans un chauffage au mazout, eh bien, il est favorisé, il est accéléré par ces mesures. Et il y a même des aides à l'investissement pour de meilleurs systèmes de chauffage. Donc, je crois qu'il faut quand même aussi voir ces aspects quand on traite de cette question. Puis, les régions de montagne, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sont celles qui seront le plus touchées par le réchauffement climatique. Donc, si on ne fait rien, il y a des coûts gigantesques qui vont arriver par des inondations, par des éboulements, par des glissements de terrain auxquels il faudra répondre, et on y répondra à travers des investissements publics massifs et à travers l'impôt. Donc nous devons aussi lutter contre le réchauffement climatique. Ça fait partie de la responsabilité de la Suisse. Évidemment, elle n'est pas la seule à apporter une réponse, c'est une réponse mondiale, mais nous devons apporter nos contre-contributions. Et les régions de montagne sont les plus touchées par cette augmentation de température. On sait qu'elle est plus forte, l'accélération, l'augmentation est plus forte dans les régions de montagne qu'ailleurs, et d'ailleurs elle est plus forte en Suisse qu'ailleurs dans le monde, puisqu'on a à peu près 2 fois plus d'augmentation de la température dans notre pays, parce que c'est un pays montagneux. Damien Cotier, je reste avec vous pour une question qui revient aussi à plusieurs reprises. On va donc prélever les taxes. Le Fonds pour le climat, ça sera jusqu'à 1 milliard de francs. Mais est-ce que ça va suffire à inverser la tendance, par exemple dans le domaine de la mobilité? Un participant relève que les émissions de la mobilité ont augmenté depuis 1990 et il se demande si, avec tous ces moyens qu'on va mettre en œuvre, on va réussir à inverser cette tendance et à diminuer la pollution de la mobilité. Micro. Oui, le micro. Je reviens avec mon graphe du début du débat, et c'est le seul que je vous montrerai, avec la ligne orange qui est celle des transports et qui est une des seules qui ne diminue pas, parce que dans ce domaine-là, nous n'avons pas pris de mesures dans la loi sur le CO2 actuelle. Mais on voit que dans les domaines où on a pris des mesures, en particulier dans le domaine des bâtiments et de l'industrie, il y a une tendance à la baisse des émissions parce qu'il y a un effet économique et une incitation à le faire. Donc, c'est toute la mécanique de cette loi qui va dans cette direction. C'est vrai que les transports ont beaucoup augmenté dans notre pays. Il faut d'ailleurs noter qu'ils ont beaucoup augmenté quand vous regardez en détail pour une raison qui est principalement celle des loisirs. C'est principalement pour des raisons de loisirs que les Suisses ont plus bougé ces 20 dernières années, que ce soit d'ailleurs par les transports publics ou privés. On ne cherche pas forcément à diminuer cette mobilité, mais peut-être une mobilité qualitativement différente avec d'autres types de véhicules qui progressivement entreront sur le marché parce qu'il y a une obligation d'importer des véhicules plus efficaces énergétiquement pour les importateurs qui est prévue dans la loi et parce qu'il y a des incitations pour les consommateurs de choisir plutôt ce type de véhicule-là que d'autres. Un mot très court sur cette question de transport, si vous permettez, pour dire ceci. Depuis 1990, au fond, les émissions qui sont dues au transport sont restées constantes. C'est plus 0,8%, donc c'est zéro. Mais le nombre de véhicules et la quantité de transport, elle a absolument explosé. Ce qui prouve donc bien qu'il y a une diminution, une amélioration de la situation, et ce qui prouve qu'elle se fait, M. Cotier, par la grâce du progrès technique et pas par la grâce des taxes que vous voulez maintenant venir ajouter à ce phénomène. Mais ce système de fonds pour le climat va permettre d'accélérer les investissements dans l'innovation que vous souhaitez et que je souhaite, et c'est d'ailleurs une des contributions du PLR assez forte dans la préparation de la création de cette loi, c'est de vraiment favoriser les investissements dans ces domaines. Mais si je peux me permettre, et là je vais faire référence au graphique de M. Cotier, parce que justement, le zéro, ça ne suffit pas, il faut que ça baisse. On est face à une catastrophe climatique. Je ne sais pas si c'est arrivé au centre patronal, peut-être pas parce que vos maisons sont trop climatisées, mais il y a urgence. Et puis, garder ça au plat, c'est justement pas l'idée. Il faut que ça descende. Et donc,
c'est pour ça qu'en fait, on n'est pas du tout sur la bonne voie. Et puis aussi, on parle de la réussite jusqu'à présent de la politique climatique suisse. Elle n'en est pas. Si on compte aussi les émissions indirectes, donc les émissions importées, les émissions de la Suisse augmentent d'année en année et se cumulent à 2% des émissions mondiales. Donc, bien que plus que fait la population suisse par rapport à la population mondiale. Juste ça comme note. Et puis par rapport au transport, effectivement, le changement, il ne peut pas venir de la simple innovation technologique parce que, et ça c'est même dans la loi sur le CO2 qu'on discute aujourd'hui, pour les importateurs, il y a moult possibilités pour faire des exceptions sur les standards technologiques qui sont exigés en investissant dans des secteurs de compensation. Donc là, de nouveau, il y a des nombreuses possibilités pour les importateurs de continuer à favoriser l'importation de voitures extrêmement polluantes en investissant en échange dans des secteurs de compensation. Donc là, de nouveau, on n'est pas face à des réductions, on est face à des compensations. Et puis, dernièrement, donc voilà, on a beaucoup parlé de voitures hybrides, de voitures électriques. Bien sûr, elles coûtent plus cher. Bien sûr, elles ne sont pas actuellement accessibles à tout le monde. On pourrait y remédier avec des subventions. Mais même là, d'où vient l'électricité? Il faut aussi penser énergie, quelle que soit son origine. Et en fait, la demande d'énergie, elle ne peut pas juste rester constante. Elle aussi, elle doit diminuer. Et donc, on doit vraiment miser sur des moyens de transport qui sont plus efficaces de manière énergétique, pas juste qui consomment moins de carburants fossiles, parce que sinon, vraiment, on va finir par importer de l'électricité charbon, et là, on a meilleur temps de rouler une caisse à diesel, parce que c'est en fait plus efficace de brûler le diesel directement dans la voiture que dans une centrale de charbon en Allemagne, et après importer l'électricité. Ça, juste comme note pas de page. Donc, là, de nouveau, la loi sur le CO2, elle mise principalement sur, effectivement, quelques ajustements technologiques, quelques innovations technologiques dans les voitures, mais il n'y a pas de réflexion sur comment réduire le nombre de voitures actuellement en circulation, et c'est une des grandes défaillances de cette loi, et à mon avis, qui fait que, en fait, cette courbe de transport, elle va rester au plat, elle ne va pas diminuer, même avec cette nouvelle loi. Alors, Delphine Klopfenstein-Borgini, comme vous soutenez cette loi, j'aimerais vous faire réagir à ce que vient de dire Mme Meinertz. Bien sûr, moi je me suis toujours battue pour diminuer le parc automobile. C'est même d'ailleurs un de mes combats de base, la question de la mobilité, et c'est un vrai fléau. Et ça, on le sait parfaitement. On sait aussi qu'en Suisse, une voiture sur deux l'année passée vendue était une voiture 4x4. Donc ça montre à quel point aussi l'emprise de la voiture sur nos modes de déplacement est complètement démesurée. Et on sait aussi que c'est un phénomène propre à la Suisse, parce que la Suisse est un des grands consommateurs aussi de voitures. Donc, c'est clair qu'on doit travailler sur cette question et je le reconnais parfaitement. Je me suis d'ailleurs battue. Malheureusement, j'ai été minorisée au niveau du Conseil national, mais surtout ce chapitre lié au transport et notamment au transport individuel motorisé, de manière à réduire son empreinte. Et on voit aujourd'hui qu'en effet, non seulement c'est le seul secteur qui n'a pas réussi à diminuer ses émissions de CO2 et on s'en fiche d'une certaine manière que les voitures ont augmenté et que dans le sens où les émissions n'ont pas augmenté autant que les voitures. Mais de manière générale, les émissions sont restées beaucoup trop importantes. Et c'est le seul secteur qui n'a pas réussi à réduire ses émissions. Et ça, c'est absolument scandaleux. Et moi, je continuerai de me battre là-dessus. Mais c'est pas pour cette raison-là que je vais refuser la loi sur le CO2. Parce que la loi sur le CO2, elle me donne des vraies avancées. Elle me donne vraiment des acquis. Et moi, ces acquis, j'ai envie de les mettre dans la poche. J'ai envie de les prendre comme fait. Et surtout, j'ai envie de continuer de me battre. Parce que M. Raymond a oublier complètement la réalité. La réalité, c'est celle de la crise climatique. La réalité, c'est les coûts que ça va nous coûter. Parce que l'OCDE l'a dit très clairement, les coûts liés aux conséquences des dérèglements climatiques seront à peu près de 10% des PIB des États membres de l'OCDE. En comparaison, les mesures qu'on serait capable de prendre aujourd'hui, parce que c'est dès aujourd'hui qu'on devait le faire, on devait déjà le faire il y a 20 ans, et il y a 20 ans, je le disais déjà, ces mesures-là, elles coûteront équivalent de 1% du PIB des États membres de l'OCDE. Donc, ça montre aussi à quel point les risques qu'on encourt aujourd'hui, le fait de mettre la tête dans le sable, comme le fait le centre patronal aujourd'hui, c'est-à-dire de faire croire que ça n'existe pas, que c'est terminé, qu'on peut continuer de polluer, qu'on peut continuer de polluer à gogo. Et ça, c'est pas possible. La loi sur le CO2 nous permet aujourd'hui de faire un pas dans cette direction, dans la direction d'une réduction des émissions. Et j'aimerais revenir en fait à la base de la loi, qui est d'ailleurs le premier article ou l'article numéro 2, qui est celui de la réduction des émissions de CO2. C'est écrit noir sur blanc dans cette loi. On doit réduire de 50% nos émissions de CO2 à l'horizon 2030. On ne pourra pas
réduire nos émissions de CO2 si on ne fait pas un changement de société plus profond. Et on arrivera à ça grâce à quelques mécanismes qui sont mis en place dans cette loi à travers ces différentes taxes incitatives extrêmement intelligentes. On le rappelait tout à l'heure sur la taxe incitative du CO2 qui est en place depuis 2008, qui a toujours bien fonctionné et qui a été redistributive. C'est extrêmement intéressant et on le voit que l'ensemble de l'Europe met en place des taxes et des taxes plutôt type impôt. Donc la Suisse a une longueur d'avance sur le principe incitatif. C'est un principe pollueur-payeur qui est juste. C'est pour moi le juste prix. C'est donc une bonne direction. Mais c'est évident et ce serait complètement illusoire de penser aujourd'hui que cette loi sur le CO2 va répondre à la crise climatique. Bien sûr que non, ça ne suffira pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de mettre toute l'énergie pour faire passer cette loi, c'est-à-dire d'au moins prendre comme acquis ce qu'on a réussi à gagner au niveau du Parlement dans des majorités, et peut-être Madame Meinsert ne se rend pas bien compte, et des majorités de la difficulté dans un Parlement qui est le nôtre, de faire des avancées plus importantes. Mais c'est aussi pour ça que la politique ne doit pas vivre seule et que la politique vit avec des mouvements sociaux, vit avec des mouvements de rue, avec les associations. Pour rappel, toutes les associations environnementales soutiennent cette loi, les climatologues, les scientifiques soutiennent cette loi parce que tous et toutes estiment que c'est un pas dans la bonne direction. Seulement, c'est un pas seulement. Et ce pas-là ne suffira pas. Donc, moi, je suis convaincue qu'on doit prendre comme acquis ces avancées-là, mais qu'on doit continuer de se battre. Et notamment, pour revenir à la question de base sur le parc automobile, évidemment, on doit réussir à réduire ce parc, en particulier dans les agglomérations où des alternatives sont possibles. Mais ces alternatives, on doit continuer de les développer. C'est les transports publics, c'est le développement de la mobilité durable, piétonnes, cyclistes, etc., qui sont des réels moyens de développement, ainsi que les trains de nuit, évidemment, trains à grande vitesse au niveau de l'Europe. Donc, on a un immense champ d'action, évidemment, mais ce serait dommage aujourd'hui de punir un des champs qu'on a décidé de prioriser actuellement par l'agenda politique, c'est-à-dire celui de la loi sur le CO2, et d'estimer que ce n'est pas suffisant, donc on doit s'en détourner. On doit plutôt accepter ce pas-là et surtout continuer de la suite. Vous évoquez les efforts faits par les autres pays. C'est une question qui revient également parmi notre public aujourd'hui. Je vais l'adresser à M. Raymond parce que je crois que c'est un des points critiques que vous avez soulevé lorsque vous êtes entré en campagne. Est-ce que la Suisse veut pas faire figure de bon élève un petit peu trop par rapport à d'autres pays et que la contribution finalement de la Suisse aux émissions mondiales de CO2 est si insignifiante que tout ça n'en vaut pas la peine? Il vaut toujours la peine de travailler pour faire mieux. C'est une évidence et nous le faisons, y compris comme chef d'entreprise. Je dis à Madame Meinherz, qui m'a interpellé là-dessus il y a un instant, que nous sommes non seulement climatisés, mais même chauffés grâce à l'eau du lac que nous allons pomper au moyen d'une pompe qui fonctionne grâce à des panneaux solaires. Donc, je suis très à l'aise avec tout ça. On peut et on doit faire mieux. Mais cela dit, il faut rappeler cette réalité que la Suisse émet 46 millions de tonnes de CO2 par an, c'est 1/1000 des émissions totales dans le monde. Nous visons, avec la loi sur le CO2, de diminuer ces émissions de moitié. Nous parlons donc d'1/2 millième des émissions de CO2 mondiales. C'est une journée d'émissions de la Chine. Voilà. Aujourd'hui, si la Suisse, par un effet de baguette magique, supprimait toute émission de CO2, cela ne changerait strictement rien, ni au climat en général, ni à nos glaciers, hélas. Mais c'est quand même une réalité qu'il faut rappeler. Et puis, s'agissant des comparaisons avec ce qui se fait à l'étranger, puisque vous m'interpellez là-dessus, M. Wüthrich, j'aimerais dire ceci aujourd'hui, déjà, avec notre législation actuelle sur le climat, la tonne de CO2 est taxée à 96 francs par tonne, contre 44 € en France, 25 € en Allemagne. Donc un Suisse, aujourd'hui, paye déjà 2 fois plus de taxes carbone qu'un Français et 4 avec fois un pouvoir d'achat différent. Pardon, c'est moi qui parle maintenant. Et 4 fois plus qu'en allemand. Avec la loi sur le CO2, où on veut monter jusqu'à 210 francs, cela signifie qu'un citoyen suisse paierait 4 fois plus de taxes carbone qu'un Français et 8 fois plus qu'un Allemand. Ça, c'est la réalité des chiffres et de ce qui se passe au plan international. Je note, en passant toutes les discussions qu'il y a au plan international à l'OCDE, dans l'Union européenne, parle d'une taxe carbone à 50, 70
euros, ce serait l'idéal auquel il faudrait parvenir. Nous l'avons déjà très largement dépassé, pulvérisé même. On est 2 fois plus cher chez nous et on veut être 4 fois plus cher à l'avenir. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, des chiffres d'aujourd'hui et de ce qui est prévu dans la loi en question. Tout cela pour un effet général sur le climat qui est celui que j'ai rappelé tout à l'heure et qui doit nous inciter à beaucoup de modestie en même temps que beaucoup d'abnégation pour en effet individuellement faire mieux. Damien Cotier, vous avez levé la main. Oui, merci. C'est vrai que la Suisse produit 1/1000 des émissions de CO2, ce qui est produit sur le pays. On ne parle ici pas des importations. Vous savez, moi, je paye peut-être un 100 millième des impôts du canton de Neuchâtel. Je ne dis pas pour autant, je ne vais pas les payer parce que c'est insignifiant. Chacun doit contribuer et nous ne pourrons répondre à cette crise climatique, et ce n'est pas moi qui dis que c'est une crise, c'est d'ailleurs même pas seulement les organisations environnementales. Moi, j'aime bien rappeler que ce n'est pas le WWF, mais le WEF, le World Economic Forum, qui, dans son analyse annuelle des risques, qui est faite sur la base des questions qui sont posées aux directeurs d'entreprise du monde entier, estime que les 4 risques principaux actuellement et à moyen et long terme pour le commerce mondial sont liés au changement climatique. Alors évidemment, dans les derniers mois, il y a la question de la pandémie qui est venue faire une disruption mondiale complète qui est venue s'ajouter à ça. Mais si on réfléchit aux risques structurels à long terme, les entreprises, et les entreprises suisses sont vraiment celles qui font du commerce au niveau mondial et qui seraient très affectées par ça, estiment que c'est un risque, y compris financier et économique, majeur si nous ne faisons rien. Donc, il faut faire quelque chose. Et c'est notre responsabilité à tous d'agir. Et je félicite le centre patronal de se chauffer et de se refroidir avec l'eau du lac. C'est exactement le type de mesure que tout le monde doit prendre volontairement et avec des impulsions. Les entreprises, les personnes privées et les États. Sinon, on n'y arrivera pas. Et la Suisse ne peut pas dire « Non, mais moi, je n'ai pas envie de faire autant que les autres et je n'ai pas envie de respecter les engagements que j'ai pris dans les accords de Paris. » Je crois que la Suisse doit être exemplaire dans ce domaine-là. Elle a pris des engagements et elle doit les respecter. Et cette loi nous permet de les respecter. Et puis, elle a un impact positif qui est énorme aussi, qu'on ne doit pas oublier. C'est permettre d'investir dans l'innovation, je l'ai dit, mais aussi dans les emplois dans notre pays. Quand on importe des énergies fossiles, il y a 8 milliards par année qui partent à l'étranger sans qu'il y ait véritablement de contrepartie. Si on a de l'énergie qui est économisée par des investissements dans les isolations de bâtiments ou dans des nouveaux chauffages, etc., ou des sources d'énergie qui sont produites en Suisse, eh bien, c'est de l'emploi que vous créez ici plutôt que d'exporter cet argent. Et ça, je crois qu'on ne doit pas non plus le perdre de vue. Delphine Klopfenstein, vous avez levé la main également. Oui, merci. Pour répondre et comme indication au centre patronal, 3 précisions. La première, c'est que l'Angleterre a des taxes qui s'élèvent jusqu'à 500 francs de billets d'avion. Donc, très clairement, l'Europe est en mouvement sur les taxes, sur les billets d'avion notamment. Donc, la Suisse n'est pas du tout à part dans sa réflexion. Elle est plutôt au cœur même de la réflexion qui anime l'ensemble de l'Europe. Et de dire aussi la responsabilité de la Suisse. Et ça, vous l'oubliez pleinement. La Suisse et sa place financière, on le sait, la place financière en Suisse est responsable de 20 fois plus d'émissions de CO2 que l'ensemble des ménages et des entreprises en Suisse. Et cette place financière, elle a son siège en Suisse. Et cette responsabilité, elle existe. Dans la loi sur le CO2, on aurait dû aller beaucoup plus loin. Mais on a l'avantage, c'est qu'on a réussi à ajouter un chapitre sur les finances durables et faire en sorte que la FINMA et la BNS évaluent les risques. Mais je reviens complètement sur ce qu'a dit Madame Meinsert. C'est tout à fait juste. Ce n'est absolument pas suffisant. C'est pas suffisant aujourd'hui d'évaluer les risques. Ce qu'il faut, c'est prendre des mesures pour évidemment réduire son impact sur le climat. Encore juste un mot par rapport à la responsabilité de la Suisse, et ça c'est aussi important de le dire, c'est qu'en Suisse on est des gros consommateurs, on a un certain pouvoir d'achat, on peut pas comparer les chiffres simplement dans l'absolu du prix de la taxe, mais de dire qu'on est le pays qui nous chauffons le plus au mazout en Europe, on est le pays qui avons le plus de voitures neuves et on est aussi le pays qui volons le plus. On vole en avion 2 fois plus que le reste de l'Europe. Donc, on a notre rôle à jouer, nous avons notre responsabilité, raison pour laquelle on doit voter cette loi, parce que la Suisse a un rôle à jouer. Non seulement elle émet du CO2, mais elle a une responsabilité en matière de place financière et de mobilité de manière générale. Franziska Meinherz, vous souhaitez répliquer?
Oui, ouais, tout à fait, parce qu'en fait, je suis assez positivement surprise d'entendre tout le monde se soucier pour le principe, enfin tout le monde sauf Monsieur Raymond se soucier pour le principe de pollueur-payeur et pour le principe de justice de contribution, mais sauf que quand je regarde la loi, ce n'est pas ce que je vois. Je vois des exceptions pour tous les grands pollueurs, je vois le principe de compensation qui prime sur le principe de réduction, je vois effectivement des objectifs de réduction, mais qui sont en soi déjà insuffisants pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et en plus, les mesures proposées ne permettent pas d'atteindre ces objectifs. Donc, si nous nous opposons à cette loi, c'est justement pour ces raisons-là. C'est parce que c'est effectivement un petit pas dans la bonne direction, mais un pas dans la mauvaise direction, dans le sens que ça renforce les structures actuelles qui permettent aux entreprises les plus polluantes, qui permettent aux ménages les plus polluants de continuer leur comportement et qui, par magie, s'attendent à ce que les compensations faites par les petits polluants peuvent, d'une certaine manière, compenser pour les émissions des grands pollueurs. Enfin, moi, je ne comprends pas comment ça pourrait bien marcher et je trouve que justement une loi qui respecte le principe de justice climatique est non seulement plus juste, mais aussi beaucoup plus de chances de réussir à faire les réductions nécessaires. Et donc, en refusant cette loi, bien sûr, on n'a pas le moindre espoir qu'il y ait une meilleure loi qui sorte du Parlement, parce que je suis effectivement très d'accord avec Madame Klopfenstein là-dessus. Si c'était possible, la loi, elle serait déjà meilleure. Et c'est aussi pour cela que je n'ai pas d'espoir qu'en acceptant cette loi, ces améliorations vont venir après coup, parce que si c'était possible, elle serait déjà dans la loi. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est de se rappeler du seul moment où en Suisse, il y a eu un vrai progrès politique, et c'était après la grève générale, quand il y a eu l'AVS qui a été mis en place, quand il y avait de nombreuses politiques sociales qui ont été mises en place, ce qui a permis à la Suisse d'avoir pour la première fois dans son histoire une certaine manière d'éviter que des personnes tombent entièrement dans la pauvreté. Et aujourd'hui, on a besoin de la même radicalité politique, on a besoin du même saut politique, et donc en fait, c'est pour ça que nous, ce qu'on veut, c'est de mettre cette loi à la poubelle pour ainsi créer un espace pour vraiment nous mobiliser en tant que société pour bien signaler qu'en fait, les petits cadeaux aux grands profiteurs, c'est fini. Les négociations au Parlement avec les lobbies de tous bords, ça ne suffit pas. On le voit, cette loi, elle est insuffisante. Elle est vraiment un pas dans la mauvaise direction qui fait des cadeaux aux grands pollueurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut la rejeter et nous mobiliser pour créer un rapport de force différent. Très bien, l'heure tourne. J'aimerais juste encore prendre très rapidement 2 questions que je vais adresser à une seule personne. La première concerne M. Raymond, puisqu'un participant réagit à ce que vous avez dit tout à l'heure à propos des innovations et vous pose la question suivante. Comment pouvez-vous être sûr que les innovations se traduiront en une diminution des émissions de gaz à effet de serre? Je suis un peu emprunté pour répondre de manière assurée et certaine à une question comme ça. Je dirais ceci. Il me semble que le problème, la problématique du climat et des gaz à effet de serre est tellement, et à juste titre, présente aujourd'hui dans les esprits, mais pas seulement dans les esprits, dans les actions d'à peu près tout le monde, des citoyens en général, des entreprises, que forcément il y a un effet qui est celui-ci que ceux qui produisent des nouvelles voitures, des nouveaux avions, des nouveaux moyens de chauffage, etc., prennent forcément en compte cet élément-là. Je crois que je ne peux pas aller plus précisément dans une réponse à cette question. Peut-être que c'est simplement mon optimisme congénital qui me fait dire que c'est en effet la direction dans laquelle nous allons. L'autre question, j'aimerais l'adresser à Madame Klopfenstein-Broggini, puisqu'un participant se demande pour quelles raisons on prend toutes ces mesures dans la loi sur le CO2 alors que le maximum d'émissions nocives vient de l'importation de produits qu'on achète à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds qu'il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison et c'est vraiment notre importation qu'on doit réussir à travailler. Et c'est tout à fait juste. Et ça, c'est un immense problème. La dépendance qu'on a avec les produits qu'on importe, sur lesquels on a une mainmise relative, c'est évidemment un immense problème. Et ça, on le voit à travers différents textes. On l'a vu à travers un texte comme celui sur les accords avec le Mercosur par rapport à l'huile de palme, par exemple. On le voit par rapport à notre dépendance de la Chine sur le coton, sur un coton qui parfois
se retrouvent liés avec des situations politiques extrêmement graves en Chine, par exemple. Donc, cette question, elle est centrale et vous avez raison de la poser, mais c'est pas parce que cette question, elle est centrale qu'on doit se détourner aujourd'hui de la loi sur le CO2. La loi sur le CO2, elle permet d'ajuster des émissions de CO2 clairement sur le territoire suisse parce qu'elles existent, à commencer par celle du secteur automobile, parce que si on n'est pas allé assez loin, on a quand même touché ce secteur malgré tout. On a réussi à toucher la question de l'aviation, de l'aviation, et ça, de ce point de vue-là, moi, je suis très contente d'avoir réussi à intégrer dans la loi la question de la mobilité aérienne, parce que juste pour rappel, sur les transports, quand on parle de 40% d'émissions de CO2 des transports, on n'inclut pas le trafic aérien, ce qui est hallucinant. Alors qu'évidemment, que la mobilité aérienne est évidemment responsable d'une grande partie. Donc, ça veut dire que cette loi, elle met quand même le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'elle pointe quand même si elle va pas assez loin, elle pointe des secteurs qui doivent être améliorés. Donc, c'est pour ça que moi, ce que je vous répondrai ici, c'est évidemment, il faut voter cette loi parce qu'on va pouvoir activer certains leviers dans certains secteurs. Mais évidemment, le grand champ du travail qui nous attend, c'est évidemment celui de l'importation. Vous avez parfaitement raison. Et puis, il faudra y travailler ensemble, évidemment, idéalement, au-delà des clivages partisans, mais surtout à travers aussi les forces des milieux qui viennent de la rue, des manifestations qui semblent essentielles là-dessus pour changer en effet cette vision et cette dépendance qu'on a. Et puis, c'est tout le rapport aussi sous-jacent à la consommation, à la surconsommation, à une société complètement débridée sur ces questions-là. Et évidemment, c'est pas la loi sur le CO2, c'est pas une loi sur un modèle de société, c'est une loi sur nos émissions directes en Suisse. Mais le champ est évidemment vaste et nous avons encore beaucoup de travail. Alors, une ultime question qui me paraît taillée sur mesure pour Franziska Meinherz, c'est pour Damien Cottier. Elle porte la question de la mobilisation dans la rue. Alors, la question est posée sous l'angle des gilets jaunes qui, en France, sont nés quasiment de l'introduction d'une taxe. Mais je vais commencer par vous, Madame Meinherz, parce que vous êtes déjà dans la rue. Qu'est-ce que vous allez faire ce vendredi? Et puis, qu'est-ce que vous allez faire si la loi est acceptée le 13 juin? Est-ce que vous allez encore plus mobiliser dans la rue? Et Damien Cottier, je vous demanderai si vous ne craignez pas d'avoir des mouvements de gilets jaunes nés de gens qui n'ont pas envie de payer ces taxes. Franziska Meinherz d'abord. C'est une très bonne question et je remercie à la personne qui l'a posée. En fait, en quelque sorte, notre non à la loi sur le CO2, c'est un peu notre manière d'être des gilets jaunes. En quelque sorte, c'est ce que nous disons. Sauf que, il y a peut-être chez nous aussi la réflexion qu'elle rate complètement les objectifs climatiques, mais c'est aussi une loi qui n'incarne pas la politique climatique sociale et solidaire que nous défendons en tant que Grève du climat, en tant que Solidarité, en tant que tous les autres mouvements qui font partie du comité référendaire. Donc, en quelque sorte, pour nous, on est vraiment du côté des Gilets jaunes dans le sens qu'il faut que la politique climatique soit une politique pour la justice sociale, que ce soit une lutte contre les inégalités. Sinon, elle ne peut pas réussir. C'est un fait. Et puis nous, on va continuer de nous mobiliser tant que ce n'est pas le cas. Donc, ce référendum qu'on a lancé, ça fait partie de cette mobilisation. La grève pour l'avenir, qui effectivement est ce vendredi, elle fait aussi partie de cette mobilisation. Et bien sûr, je serai du côté de cette grève. Et puis, quoi qu'il en soit, quoi que soit l'issue du 13 juin par rapport à la loi sur le CO2, on va continuer à nous mobiliser parce que, comme je l'ai dit, que ce soit un non ou un oui, il faut de toute manière pas s'attendre à ce que les grandes révolutions viennent du Parlement. Donc, de toute manière, la seule manière d'avoir cette politique climatique qui lutte contre les inégalités, c'est par une mobilisation dans la rue massive. Et dans ce sens-là, en fait, il y a une autre votation le 13 juin qui est assez importante pour nous permettre de faire ça, et c'est la loi antiterroriste. Il faudrait vraiment la refuser parce que sinon, on va se voir assez criminalisé. C'est pas le sujet. Damien Cottier. Bon, moi, j'aimerais rendre hommage à la population suisse. En fait, on a tous reçu ça aujourd'hui. Il y a 143 pages d'informations à la population et d'avis et d'analyses. Et on a une population qui va prendre position sur 5 objets. Je crois que la réponse, c'est ça, c'est la démocratie directe. Si la population accepte cette loi sur le CO2, je ne vais pas parler des autres objets de votation, ce n'est pas le but du débat d'aujourd'hui. Si la population accepte cette loi sur le CO2, eh bien, elle aura un ancrage extrêmement fort. Et je pense que
c'est assez différent de ce qui s'est passé en France, où cette loi a été parachutée par le gouvernement sans consultation, ce qui a créé des réactions. Puis si cette loi, ce que je ne souhaite pas, mais si cette loi devait être refusée, ben, qu'est-ce qu'on fera? On fera le processus politique habituel, on remettra l'ouvrage sur le métier, on cherchera à trouver d'autres types d'équilibre, puisque ceux-ci auront été refusés par la population. Ma crainte, c'est que dans ce cas-là, la loi qui sortirait, la future nouvelle réglementation, soit pas aussi libérale que ce qu'on a pu trouver dans ce système-là, qui est vraiment un système incitatif. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'extrême gauche la combat, parce que finalement, elle est trop libérale de ce point de vue-là. Elle se base trop sur les choix individuels. Mais moi, c'est ma façon de concevoir la société, et j'espère qu'on aille dans cette direction-là. Mais j'aimerais vraiment lancer un appel à ce qu'on respecte la démocratie en Suisse et les institutions. Et ces appels, comme Madame Meiners vient de faire, de tout le temps décrédibiliser le Parlement, ces choses qu'on entend en disant on ne respecte pas la loi et on va devant les tribunaux pour dire qu'on a le droit de ne pas respecter la loi parce qu'il y a une urgence climatique, moi je crois que ce n'est pas civique et que ce n'est pas bon pour notre pays. Les institutions qui font ce pays, elles sont importantes, elles ont permis à ce pays d'avoir le succès qu'il a. Le Parlement, il a été élu démocratiquement, et même si on est dans un autre camp politique et dans une autre majorité politique, ou qu'on souhaite une autre majorité, eh bien, on doit respecter les décisions du Parlement, de la population, des tribunaux et du Conseil fédéral, et pas tout le temps venir dire que la révolution doit se faire dans la rue. Moi, je ne suis pas pour la révolution, je suis pour le dialogue démocratique, et j'espère que la population suisse fera un grand pas en avant le 13 juin avec cette loi sur le CO2. Très bien, je vous remercie. Je vais clore le débat ici parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Je vous remercie d'y avoir participé. Je rappelle que nous avons accueilli, je le précise parce qu'un participant a trouvé que le débat était déséquilibré, nous avons accueilli aujourd'hui 2 adversaires de la loi, Madame Meiners qui représente le nom rouge et Monsieur Raymond qui représente le nom de la droite économique. Et nous avions 2 partisanes de la loi, Madame Klopfenstein-Brogini des Vertes et Monsieur Cotier du PLR. Je vous remercie d'y avoir participé. Je remercie également ceux qui nous ont suivis sur YouTube et je vous souhaite une excellente fin de journée et une bonne